Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va tenter de faire ce cours magistral, cette quatrième séance du cours magistral en asynchrone. Donc vous allez écouter ma voix laconique matinale vous présenter ce cours magistral qui à l'origine était prévu pour être hautement interactif avec du coup, des moments en fait, du cours magistral qui étaient consacrés à de l'écoute musicale approfondie collective, où j'allais vous initier à des modes d'annotation musicale et à une perspective critique sur différentes couches de composition sonore. Il s'avère que ça va être compliqué en fait de générer de l'interaction à distance puisque nous n'avons pas encore inventé de manière de recréer en fait une véritable vie en collectivité ensemble par le médium des ordinateurs. Donc l'idée c'est plutôt de vous fournir en fait un maximum d'éléments de consignes pour qu'on puisse consacrer éventuellement nos séances en collectivité à des expériences d'écoute, de partage de musique, de partage d'opinions critiques sur la musique, etc. Euh, ce cours magistral s'intitule Quand composer, c'est écouter. L'attention, l'écoute et la distinction comme fondement de la culture remix. L'idée derrière cette séance, c'était justement d'offrir un pendant aux travaux dirigés qui, eux, sont quasiment, en tout cas pour cette partie du semestre, exclusivement consacrés à de la production, à des productions artistiques pures, qui me semble absolument pertinente et utile, ne serait-ce que parce que voilà, l'écosystème universitaire est dans un écosystème d'écoles, certes de commerce, de pub, mais aussi d'écoles d'art, et qu'en réalité un certain nombre de programmes tendent à fournir en fait des accompagnements qui sont de plus en plus artistiques et pratiques, beaucoup plus dirigés en fait vers la création euh, intuitive et un peu moins peut-être vers des situations en fait d'analyse euh, appliquant en fait des concepts abstraits à des situations observées. Et du coup, peut-être que voilà, c'est un peu ma pierre à l'édifice de ce tournant en fait créatif des industries culturelles, des métiers de la culture, mais aussi des métiers du management et de la pub, et d'essayer voilà, de vous fournir en fait des éléments pratiques pour que vous sachiez utiliser techniquement en fait certains logiciels, mais que vous sachiez aussi euh, vous faire confiance, créer des situations en fait, de créativité, justifier en fait, certaines postures créatives face au logiciel, face à des demandes aussi externes. Donc là, en l'occurrence, la mienne, pour produire par exemple un album de deux pistes, mais aussi vos futures demandes qui seront celles de vos collaborateurs, de vos patrons, de vos employés aussi, peut-être pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent créer des entreprises. Donc, du coup, voilà, j'essaie de vous apporter un peu ce pendant en fait de création, ce qui n'est pas non plus totalement, qui n'est pas non plus totalement pour vertu d'exclure l'aspect, on va dire, sociologique de ce que la création soulève. On ne crée pas en dehors d'un contexte social, en dehors d'un contexte culturel, on crée avec ce qu'on appelle des déterminants sociaux, c'est-à-dire ce que notre environnement nous produit comme représentation, comme imaginaire, comme association d'idées. Et je pense que c'est toujours intéressant, et c'est là aussi le propre et comment dire, la spécificité de l'université, c'est de vous donner en fait des outils pour pouvoir décomposer ces déterminants. Autrement dit, il y a bon nombre de situations où les gens penseront être originaux et ne le seront pas, ils penseront être pertinents et ne le seront pas, et vous saurez pourquoi ils ne le sont pas et comment vous positionner pour pouvoir l'être mieux à votre tour. Euh, donc ça, c'est le discours, on va dire, plus marketing et publicitaire, mais ça veut simplement dire aussi que vous allez pouvoir opérer des choix plus raisonnés, mieux articulés avec votre environnement. Et donc l'idée de cette deuxième partie de cours, c'est justement d'essayer de faire le grand écart entre d'un côté, en fait, ce qui relève de la création, de l'intuition, de la personnalité, tout en répondant à un certain nombre de consignes, et de l'autre, ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait, qui est de l'ordre de la décomposition objective des rapports de savoir et des rapports de pouvoir qu'il y a à travers des contenus musicaux et culturels, des contenus culturels et ici en l'occurrence musicaux. Euh, donc aujourd'hui, l'idée ça va être en fait bon, là c'est un peu le plan que j'avais prévu du cours si nous étions ensemble, mais nous ne le sommes pas malheureusement. Mais disons que ça va un peu se dérouler, on va dire, en deux parties, donc je vous enverrai les albums pour que vous puissiez les écouter de votre côté. Mais l'idée c'est justement de mettre en place une méthodologie que j'ai créée, qui s'appelle en fait de la rétro-ingénierie de critique musicale,
Euh, la rétro-ingénierie, c'est pas quelque chose que moi j'ai inventé pour le coup, c'est une méthode que je transpose et que je bricole pour en faire en fait un outil pédagogique pour initier les étudiants et les étudiantes à quelque chose comme les logiques sociales dans la production des contenus culturels. L'idée justement de la rétro-ingénierie, c'est justement de partir en fait d'un produit fini et d'essayer de redécomposer en fait les étapes de sa production à partir de ce qu'on observe. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en fait pour l'analyse des plateformes. J'ai un collègue par exemple à Paris 8, Adrien Péquignot, qui fait de la rétro-ingénierie de Tinder. Donc, en fait, ils utilisent en collectivité Tinder avec des étudiants et ils essaient en fait de comprendre en fait les logiques algorithmiques à partir des usages collectifs en fait de la plateforme. Nous, on ne fera pas ça, mais par contre, on essaiera à partir en fait de critiques musicales d'essayer de recomposer en fait l'ensemble des documents et l'ensemble des éléments qui ont été visualisés, écoutés, observés, analysés par le ou la critique musicale afin de produire en fait ce texte de critique musicale euh, qu'on va lire. L'idée, c'est qu'en fait, vous puissiez produire votre propre critique musicale. Alors, ce que je vais proposer, c'est que vous allez être majoritairement en fait évalué sur votre projet audiovisuel en TD, mais vous pouvez, durant la dernière séance de cours magistral, du coup, proposer en fait en lecture à la classe votre propre rétro-ingénierie de critique musicale qui sera comptée en fait comme un point bonus en fait de cette année. Euh, donc voilà, c'est juste que je rappellerai dans le mail. Donc, l'idée derrière la rétro-ingénierie en fait de critique musicale, c'est justement de se rendre compte que en fait non seulement en fait la critique musicale s'appuie sur un certain nombre de documents qui sont en dehors du champ de l'écoute musicale elle-même, qu'il faut se renseigner du coup sur l'histoire de l'auteur, sur l'histoire du musicien, l'histoire du contexte social et économique dans lequel il a vécu, les imaginaires dont il s'est nourri, donc la littérature qu'il a éventuellement lue, etc. Et de montrer qu'il y a une interconnectivité en fait interdisciplinaire dans la musique, que la musique n'est pas uniquement sonore, mais qu'elle est aussi visuelle, textuelle, qu'elle est aussi empreinte d'expériences vécues, affectives, etc. Mais c'est aussi de voir que créer de la musique en tant que musicien et musicienne, ce que vous faites aussi du coup durant les TD dorénavant, c'est aussi faire le lien en fait entre tous ces documents, faire le lien entre toutes ces disciplines, faire le lien entre toutes ces expériences de vie, entre tous ces aspects de sa personne. Donc l'idée de la rétro-ingénierie, c'est effectivement d'essayer de repérer, de distinguer en fait dans les interlignes du texte de ce qu'on écoute, euh, tout ce qui appartient en fait à d'autres documents, d'autres lectures, à d'autres contenus médiatiques, à d'autres livres, à des poésies, à d'autres auteurs, et de créer comme ça en fait toute une carte, parce que vous avez bien compris que moi j'adore les cartes de relations, je trouve que c'est un outil extrêmement utile, et on va voir aujourd'hui comment est-ce que finalement l'instrument de la cartographie et de la mise à plat visuelle en fait d'un ensemble de relations peut nous servir à décortiquer tous les rapports sociaux qu'il y a dans, les, dans la production de contenu audio. Donc on va un peu se servir de cet outil pour, euh, pour regarder en fait comment sont composés, par quels rapports sociaux sont composés les morceaux de musique. Mm. Donc, il y a quelques éléments, avant toute chose, qu'il faudrait que vous maîtrisiez. La question du paratexte, du contexte et du sous-texte. J'imagine que ça doit être certainement des éléments que vous avez peut-être vus soit en sémiotique, soit peut-être dans les fondamentaux des sciences de l'infocom, mais peut-être dans les sciences du document. Je ne sais pas encore si en L1 ou en L2 vous avez déjà des cours en fait de- d'infodoc. Et l'idée en fait c'est que lorsque vous vous intéressez à un contenu, à un texte, en fait on va entendre par texte n'importe quel système d'inscription. À partir du moment où il y a une information qui est inscrite sur un support, c'est un texte. Du coup, vous pouvez avoir, par exemple, le code d'une page source c'est un texte, bien évidemment, le texte sur papier en est une. Vous pouvez dire que, par exemple, moi, j'ai pas de t-shirt à message, mais que c'est aussi en fait un texte à partir du moment où il y a en fait des symboles qui sont inscrits sur une surface, c'est un texte. Mais en fait, le texte est lui-même conditionné en fait par des textes qui l'entourent. Il y a un livre absolument incroyable de Franck Lebovici qui s'intitule Des opérations d'écriture qui ne disent pas leur nom, et qui en fait s'intéresse à la façon dont tout notre environnement s'écrit sans être directement écrit.
Alors ici, je vous parle du paratexte, du contexte et du sous-texte, mais il y a beaucoup, des théoriciens comme Emmanuel Souchier, comme Gustavo Gomez Mera, qui sont des grandes pontes en fait des sciences de l'information et des communications, qui théorisent quelque chose qui s'appelle l'architexte, c'est-à-dire dans l'espace numérique, toutes les écritures qui permettent en fait euh, à des écritures symboliques de pouvoir apparaître aux yeux de l'utilisateur, et qui font que si l'on croit lire un texte en ligne, si on croit lire simplement un texte sur un ordinateur en tant que contenu d'un message, le contenu de ce message est en réalité déjà euh, conditionné, il est déjà formaté pour être reçu d'une certaine façon en fonction de tous les textes qui permettent son écriture. Pour être beaucoup plus, euh, on va dire, explicite sur la question de l'architecte, et pour que vous compreniez mieux cette idée de ces sommes de textes qui entourent le texte, il suffit juste de regarder l'écran que je vous partage. Là, vous n'avez pas uniquement en fait, le contenu de mes notes, vous avez aussi l'onglet présentation, le zoom, l'onglet lire, les tableaux et les graphiques. Tout ça, ça vous conditionne dans une certaine façon de recevoir ce qui est à l'écran comme étant en fait un PowerPoint, comme étant quelque chose qui doit être argumenté, qui doit être scientificisé. On a en fait tout autour du texte un certain nombre d'indices sémiotiques de la scientificité de ce qui est montré. Et tout ça correspond en fait à ce que Gustavo Gomez Mera et Emmanuel Souchier appellent l'architecte. Vous avez aussi ma petite tête en fait en haut qui s'agite et qui tente tant bien que mal de vous expliquer. Et ça renvoie aussi en fait à une condition en fait euh, de cours, mais aussi de surveillance en fait sur ce qui est en train d'être lu ou appris. Je suis en train de défendre mes propres notes. Je deviens moi-même en fait le texte qui environne le texte que je suis en train de défendre. Enfin voilà. Mais en fait, c'est tout ça qui va nous intéresser. Si jamais on se projette en fait dans la métaphore, il faut dire que la musique qu'on entend, qu'on écoute, les sonorités qui nous habitent, elles sont comme ce texte qui sont environnées d'un certain nombre de paratextes, d'éléments de paratextes qui sont donc des ensembles d'éléments textuels qui accompagnent en fait une œuvre écrite. Donc il y a bien évidemment le titre, la dédicace, le préface, les notes, mais on peut considérer qu'il y a aussi tout ce qui environne les conditions d'écoute de la musique. C'est ce qu'on verra en fait dans la séance suivante, avec notamment la question des clubs de musique électronique et de l'histoire de la musique électronique, et qui sont en fait comme autant d'éléments qui écrivent et qui racontent l'histoire de ce que l'on écoute en nous donnant des images, en nous donnant en fait un contexte de réception de ce qu'on écoute. Ensuite, le contexte, c'est l'ensemble des conditions naturelles, sociales, culturelles dans lesquelles se situe un énoncé ou un discours. C'est donc c'est ce que je viens de vous dire. Il y a, c'est, excusez-moi, c'est en quelque sorte ce qui se donne, mais de façon moins directe, sans inscription directe, mais qui participe en fait du ensemble des circonstances dans lesquelles se produit un événement, se situe une action. Lorsque vous avez créé vos sociogrammes, je vous ai donné en fait des indications concernant des éléments de contexte, et c'est exactement ça, c'est-à-dire toutes les informations que l'on doit se formuler pour comprendre, euh, pour pouvoir décoder en fait le message que l'on reçoit. C'est-à-dire toutes les informations qui sont nécessaires pour que l'on puisse décoder l'information que l'on reçoit. Et le sous-texte, c'est le contenu implicite d'un texte sous le sens littéral. C'est finalement ce à quoi en fait on a accès lorsqu'on s'appuie sur le contexte. C'est ce que veut dire en fait texte, c'est la façon dont le texte en fait découpe aussi des différents modes de réception. C'est-à-dire qu'un texte ne sera pas entendu ou ne sera pas interprété, ne sera pas fait circuler de la même façon en fonction de certaines communautés, de certaines personnes, parce qu'il ne dispose pas des mêmes informations pour pouvoir décoder l'information que l'on reçoit. Donc tout ça, ça va nous aider parce que c'est ça que, ce sont un peu des outils qui vont nous permettre de bricoler la rétro-ingénierie de la critique musicale. Parce que spécifiquement, ce que fait un critique musical et ce que fait aussi en fait un musicien, c'est justement, le critique musical va s'intéresser au paratexte, au contexte et au sous-texte de la musique. C'est ce qui va permettre d'en faire sa critique. Et c'est ce qui va se permettre aussi pour lui de pouvoir dégager des éléments objectifs de critique de plus ou moins bien, puisqu'il va pouvoir s'appuyer en fait sur la façon dont le musicien ou la musicienne traduit en fait certains éléments de contexte, manipule le paratexte et manipule le sous-texte pour pouvoir effectuer cette traduction. Et c'est en fait avec ces coordonnées objectives qui va pouvoir permettre de donner en fait une note qui va pouvoir évaluer, qui va pouvoir lui-même s'évaluer et qui va pouvoir peut-être aussi s'améliorer, augmenter son travail, donner une textualité qui soit plus riche, qui renvoie en fait au contexte de façon peut-être de façon plus claire ou de façon plus affective.
Et donc ce sont ces éléments qui vont guider en fait la critique musicale et certainement ces éléments-là aussi qui vont guider le musicien ou la musicienne dans la production en fait de ces morceaux. Mm. Donc en fait, ce que je vais vous proposer durant cette séance, c'est justement de faire une écoute d'un album de musique d'un artiste qui s'appelle Jeff Mills et d'un album qui s'appelle The Area of Influence. Et donc, j'ai proposé dans un premier temps de faire une écoute de l'album sans écoute, c'est-à-dire en s'intéressant en fait uniquement au paratexte en fait de l'album, c'est-à-dire en répondant en fait aux questions essentielles qui permettent de donner des éléments qui entourent en fait la production de la musique et qui nous permettent presque d'écouter ou de comprendre les sonorités en fait auxquelles on sera confronté, les images auxquelles on sera confronté, sans même en fait écouter la musique elle-même. Donc, les questions qu'il s'agit de se poser à cet endroit-là, c'est de savoir de qui on parle, donc l'identité de l'artiste, l'identité du label aussi, les parcours musicaux qui précèdent en fait cet album-là, les autres productions musicales du label, etc. C'est-à-dire de cartographier tous les éléments qui nous permettent de comprendre en fait la trajectoire musicale de l'individu, de comprendre avec quel autre artiste en fait il collabore, l'identité aussi visuelle et l'identité musicale euh, du label de musique. Ensuite, de quoi la personne parle, quoi on parle, donc le nom de l'album, le nom des pistes, le nombre de pistes, longueur des pistes, le tempo, l'identité visuelle, la description, la communication visuelle en ligne, etc. Et tout ça vous donne en fait un certain nombre d'informations sur finalement le contexte et le sous-texte aussi euh, de cet album. Ensuite, à quel moment dans l'ère musicale, à quel moment de notre époque ça s'installe, à quelle époque fait-il référence, qu'est-ce qu'il y a eu avant, qu'est-ce qu'il y a en ce moment dans la musique et ailleurs, dans les arts, en politique, etc. Donc tout ça, le contexte chronospatial, ça renvoie en fait à un contexte encore plus large en fait que de simplement s'intéresser aux liens de contact direct qu'il y a au sein d'une maison, au sein d'un label de musique. Il s'agit de s'intéresser en fait aux cohabitations au sein d'une même époque entre différents artistes. Qu'est-ce que ça signifie par exemple de produire de la techno en fait en 2019 alors qu'on a déjà eu plusieurs vagues successives de musique électronique depuis l'invention des premiers synthétiseurs et leur démocratisation dans les années 70-80. Qu'est-ce que ça signifie de produire aujourd'hui encore de la techno dans une montée en fait d'intérêt notamment de la nouvelle génération pour le hip-hop et le R&B. Enfin, tout ça, ça a d'autres significations. Ça a peut-être une valeur qui est plus patrimoniale, plus historique. Voilà, c'est le type de questions en fait qu'on peut se poser. Ensuite, quels sont les lieux qui sont évoqués? Les villes, les campagnes, les utopies, les quartiers, les espaces où il était produit, les studios. Tout ça, c'est extrêmement important pour comprendre en fait l'imaginaire musical qui est convoqué. Je veux dire, on produit pas, ça n'a pas la même signification de produire en fait sa musique dans une grande capitale musicalement dynamique ou alors se référer en fait à un petit label familial, amical qui se déroule en fait dans le fin fond des campagnes suédoises pour pouvoir être dans des contextes de production idéalement isolés en fait du reste de la ville. Tout ça, ça va avoir un impact sur la signification qui va être portée par le morceau, sur la manière aussi dont il va être représenté, sur la façon dont il va circuler entre différents réseaux de production. Enfin, il y a aussi comment comment cet album a été fait, à combien d'exemplaires, en quel format, est-ce qu'il a été illégalement exporté sur YouTube, si oui, par qui, sur SoundCloud, a-t-il été joué par d'autres artistes, est-ce qu'il y a des mises en scène sur YouTube des jeux par d'autres artistes, est-ce que cette communication-là est voulue et souhaitée euh, par, par l'artiste originellement, est-ce qu'il l'a volontairement laissé fuiter. Ça, c'est des questions qui vont être très importantes pour des artistes dont une grande partie de leur personnalité musicale est construite sur le rapport spécifique et l'entretien au public. Comme c'est le cas, moi je peux penser à voilà, des gens que j'apprécie beaucoup par ailleurs, enfin, dont j'apprécie beaucoup de travail, euh, qui sont par exemple quelqu'un comme Blady ou comme Eko2K, qui sont voilà, des rappeurs qui sont souvent rangés dans la catégorie hyper pop, mais bon, c'est assez contestable, mais et qui ont un travail en fait de leur image publique qui est très précautionneux, où il y a très peu d'images d'eux-mêmes qui sont véhiculées, il y a plutôt des images assez
assez cryptiques, qui sont souvent mal cadrés, avec des téléphones de moindre qualité, qui laissent plutôt transparaître une forme de nostalgie de l'ère des premières années d'Internet. Enfin, il y a toute une construction de l'image de soi euh, qui en grande partie s'appuie sur le fait que Ekotoke est aussi graphiste et qu'il travaille sur de gros projets de mode, etc. Mais disons que toute cette question du comment en fait cette musique est diffusée va vous apporter beaucoup d'éléments sur les imaginaires véhiculés par les morceaux de musique, sur la façon dont il faut écouter certaines paroles. Euh, Lorsque vous entendez par exemple Ekotsuke chanter une chanson qui s'appelle Security et qui gémit de façon plaintive en fait en demande de sécurité, et que vous n'avez pas finalement le sous-texte de cette volonté d'être en retrait des réseaux sociaux numériques, vous avez vite fait de penser que ben, peut-être que voilà, c'est une apologie de la sécurité, des états sécuritaires, enfin voilà, il peut y avoir comme ça des sortes de conflits d'interprétation. Et donc tout ça, ça fait partie de comment est-ce qu'on écoute finalement ce que dit, et la façon dont l'artiste prend la parole et la façon dont ça se répercute sur sa production musicale. Ensuite, avec qui finalement cet album a été fait, à qui est-ce qu'il est destiné, pour quelle écoute, pour quel contexte, est-ce qu'il renvoie à un genre musical particulier, un sous-genre particulièrement identifiable, et comment est-ce que finalement l'artiste aussi classe lui-même ou elle-même en fait sa propre musique. C'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'on a une époque qu'on a vite fait qualifier en fait de postmoderne, en ce sens qu'elle elle ne répondrait plus finalement au canon de classification de la modernité où tout serait rangé dans des catégories abstraites, facilement étiquetées, etc. Et on serait dans une subjectivité plutôt postmoderne, c'est-à-dire qui finalement s'est détaché des conditions de production de soi à une époque où avant, voilà, on s'identifiait en tant que fils ou fille d'eux, ou en tant que on pratiquait tel métier, parce que dans l'imaginaire des gens, ça renvoyait en fait à un même symbole qui restait inaltéré et qui renvoyait à un statut social fixe. Et aujourd'hui, on serait dans une telle modularité des existences et multiplicité des existences qu'on ne pourrait plus finalement correspondre à un seul système de classification. Et des artistes qui prennent ça de façon très au sérieux. Il y a aussi cette question, bien évidemment, de l'humour avec laquelle on le fait. C'est-à-dire que dans la postmodernité, il y a aussi cette idée de ne plus être dans la nostalgie en fait d'un ordre antérieur et finalement d'accepter avec ironie en fait le fait que l'existence s'avance sans ordre et sans structure. Moi, je pense à des artistes comme ah, ça me revient. Money Machine, 100 Gex, donc 100 Gex, donc 100 GECS, qui en fait ont été injustement qualifiés d'hyperpop pour faire en fait une musique extrêmement criarde et violente, en décomposant en fait la structure même de la pop, en prenant des comment dire des alors on verra précisément ce qu'est l'hyperpop dans la dernière séance où je ferai intervenir des textes d'une amie à moi journaliste qui a beaucoup écrit sur ces questions. Mais l'idée en fait derrière l'hyperpop, c'est de tourner en dérision et d'accélérer, enfin c'est de tourner en dérision euh, les éléments, enfin, les critères esthétiques distinctifs de la pop. Donc voilà, avec des voix très entraînantes, des boîtes à rythme très répétitives, des samples ou des extraits de musique qui sont très dynamiques et très colorés, et de pousser en fait ces dynamiques jusqu'à l'extrême pour finalement souligner en fait l'aspect de dégoût et d'excès de la pop elle-même. En fait. Donc c'est une critique un peu méta en ce sens que elle critique les contextes de production de la pop tout en jouant en fait de cette exagération pour pouvoir procurer en fait un sentiment à la fois de dégoût et d'ivresse en fait chez l'auditeur. Et donc en fait ça va être beaucoup plus simple pour moi voilà, de faire cette séance où on va un peu aussi écouter des trucs. Mais je pense que vous devez voir un peu ce qu'est 100 Gex. Euh, Parce que ce sont aussi des musiques qui ont des circuits de production qui sont assez intéressantes. Elles se sont largement appuyées sur les dynamiques de viralité des réseaux sociaux numériques, en notamment en s'émancipant des voies traditionnelles de production musicale, en s'appuyant sur donc non seulement sur voilà, une esthétique qui était beaucoup plus générée par les utilisateurs, mais aussi sur des modes de circulation qui étaient plus proches de la publicité, du clic facile, du clickbait, donc aussi assumer dans la musique une forme de mauvais goût qui est propre aussi à toutes les publicités Internet, en fait. Et du coup, on a quelque chose
comme ça. Je sais pas si je peux partager aussi le son. Ah bah si, partage l'audio. Ah. Mais je pense que vous pouvez voir ce que c'est. On entend. Talk a lot of big game for someone with such a small truck. Oh, look at those arms. Your arms look so fucking cute. They look like little cigarettes. I bet I could smoke you. I could roast you. And then you'd love it. You text me I love you. And then I'd fucking ghost you. The big boys coming with the big stuff. I feel so cool. Like I'm money machine. Oh yeah. Big boys coming with the big truck. Feel so cool. Like I'm money machine. Oh yeah. Big boys coming with the big truck. Feel so cool. Like I'm money machine. Oh yeah. Big boys coming with the big truck. Feel so clean like a money machine. 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 Tell me what to do, I've been trying to go to bed. I've been up for days, been trying to get it right. Said it all before, I said it once again. I'm better off alone. Tell me what to do, I'm trying to go to bed. I've been up for days, I've been trying to get it right. Said it all before, I said it once again. I'm better off alone. With the big boys coming with the big stuff. I feel so cool like a money machine. Oh yeah. Big boys coming with the big truck. Feel so cool like a money machine. Oh yeah. Big boys coming with the big. Ouais, mais en fait, c'est la première fois que je voyais ce clip. En réalité, je l'avais jamais vu. Et je pense que ça représente plutôt très bien, en fait. Ça représente vraiment bien ce que sont Hendrik Gex en réalité. C'est-à-dire, c'est à la fois un peu la revanche des losers, en ce sens qui multiplie en fait les signes de ce qu'on on a généralement montré dans les films américains comme étant les losers en fait du lycée, pour en faire des sortes d'avatars du succès financier, mais qui restent quand même parasités par la loose en quelque sorte. Et du coup, il y a ce mouvement assez intéressant qui est de tourner en dérision de tourner en dérision le ridicule notamment des clips de rap, mais tout simplement aussi de la surmédiatisation des riches et de la valeur matérielle de la richesse personnelle, en, non pas en faisant une critique directe, mais en mélangeant en fait tellement de signes contradictoires que le lecteur, enfin celui qui visionne ne sait pas trop où se situer. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des références en fait aux émos, du coup au mouvement émo. Enfin, on a l'impression que c'est une sorte d'agglomérat mal distingué de tout ce qui fait référence en fait à la culture teenager aux États-Unis, d'une façon qui place quand même en fait la richesse au centre, mais tout en la tournant en dérision. Euh, donc en fait, voilà, on a à la fois en fait l'esthétique skater, l'esthétique emo, mais l'esthétique aussi rap qui est renvoyée ce véhicule, ce SUV en plein milieu de la vidéo. Mais le tout est tourné en fait sur un parking de ce qui semblerait être une sorte de mall d'une ville taille moyenne aux États-Unis. Donc on reste quand même en fait un- dans une sorte d'indécence financière qui est comme rendu médiocre en fait par tout un environnement et tout un décor qui renvoie finalement à la banalité et presque à la tristesse en fait de ce désir d'avoir autant d'argent. Et, euh, et ça c'est des codes avec lesquels jouent énormément en fait Henry Gangs aussi dans leur genre de musique en fait, comme vous pouvez l'entendre. Euh, il y a à la fois, on va dire, des guitares, enfin des riffs de guitare sèche qui pourraient renvoyer un peu de la country américaine, mélangé avec un usage complètement exagéré et arrogant du vocodeur qui explose complètement les oreilles, le tout sur une saturation de basse qui pourrait faire penser à de la dubstep. Donc on a en fait une espèce de mix en fait de genre musical, de formes complètement assumées et esthétisées de mauvais goût, et comme en fait une volonté que je trouve qui est assez jolie quand même, de faire se rencontrer des genres qui s'étaient précisément construits par leur opposition, quoi. C'est-à-dire, alors ils sont pas les premiers à faire ça. Moi je pense par exemple, bien évidemment dans le rap et dans le rock, on a des exemples complètement archaïques. Je pense par exemple à Marilyn Manson qui faisait des tracks de rap, des choses comme ça, mais de façon beaucoup plus récente, des rappeurs qui se construisent une identité qui s'entrecroise avec l'identité emo ou l'identité de skater. Bon, il y en a pas mal, enfin, je pense, je sais pas, à Playboy Carti par exemple, ou à Princess Nokia, des gens qui ont vraiment, qui continuent stylistiquement, à la fois dans leur attrait vestimentaire, mais aussi dans leur production musicale, à brouiller les frontières entre le rock romantique et le rap. Mais ici, il y a une forme en fait de conjugaison
délirante et qui, je pense, est aussi très juste en ce qu'elle réfléchit ce qu'est la culture Internet elle-même et les procédés en fait de recommandation algorithmique de la fréquentation Internet. C'est-à-dire qu'ils ont conscience, Henry Gax, de ne pas s'adresser à des gens pour qui justement cette classification musicale est très ordonnée, précisément parce que l'expérience de la musique aujourd'hui, c'est une expérience de flux continu de recommandation. Et je pense qu'ils sont en quelque sorte le résultat d'une sorte de construction harlequinesque, de construction un peu clownesque de ce que les algorithmes de recommandation impriment sur notre esprit en termes de musique. Et donc eux, spécifiquement, ils refusent de se définir comme hyper-pop, ils se définissent comme pop, de façon qui est très ironique, bien sûr, puisque à l'époque où la pop est un genre plutôt conventionnel du point de vue voilà, des revendications vis-à-vis de soi, de l'émancipation de soi-même, des revendications qui sont très conventionnelles du point de vue du genre aussi. Là, ici, on a quelque chose qui est très déconstruit du point de vue de l'attente du rôle social euh, et qui est aussi très déconstruit du point de vue du genre. Alors, bien évidemment, au niveau des tenues vestimentaires, mais le vocodeur a quelque chose aussi d'une posture très critique du genre, puisque le vocodeur crée précisément en fait une voix sans genre ou brouille en fait les frontières de ce que ça signifie euh, que d'avoir une voix genrée à l'époque de musique enregistrée, et c'est quelque chose sur lequel on reviendra dans l'approche de l'hyperpop. Alors, je pars souvent en roue libre lorsque je parle tout seul devant mon ordinateur, donc du coup, je vais essayer de restructurer un peu ma pensée et d'avancer un peu dans la rétro-ingénierie musicale. Alors, du coup, je vais appliquer du coup les catégories que j'ai établies juste avant euh, à l'album de Jeff Lynne, The Area of Influence. Alors, The Area of Influence, c'est ça. Donc ça, c'est la pochette en fait de l'album. Donc, si vous vous souvenez, je vais m'intéresser du coup à ce paratexte. La pochette de l'album fait partie du paratexte du coup, de l'album de musique. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Normalement, ici, je vous laisse une quinzaine de minutes pour qu'on discute ensemble et qu'on essaye de faire une approche sémiotique de cette pochette. Donc, vous allez voir, ce cours va être très à cheval en fait entre une approche sociologique de la musique et une approche sémiotique du coup des différents écrits et des différents visuels qui entourent la musique. Et ce qu'on voit ici, c'est intéressant, c'est que déjà c'est une moitié noire, moitié filtre de lumière d'un astre absent, une lumière humaine d'exploration d'un astre ou une lumière d'un astre. Donc en fait, on ne sait pas en fait sur cette image si cette lumière provient d'un astre qu'on ne verrait pas, pardon, ou proviendrait en fait de l'humain qui projette en fait de la lumière en face de lui ou d'elle. Donc on a cette sensation à la fois d'exploration, mais aussi, c'est pas du tout un astre que l'on voit apparaître sur l'image, donc on a cet effet de présence-absence. Euh, Aussi, on n'arrive pas à savoir en fait si la texture du sol est quelque chose sur lequel on peut marcher, quelque chose sur lequel on peut se noyer. Euh, En tout cas, on sait qu'on a ces thématiques en fait de l'exploration et que ces thématiques de l'exploration renvoient éventuellement vers du coup, un infini, un inconnu qui n'est ni rempli d'étoiles, qui n'est pas non plus rempli d'astres. Euh, et d'ailleurs, l'astre sur lequel on semble se trouver sur cette image semble être le seul astre présent dans tout cet univers. Donc il faut aussi qu'on voilà, garder ce récit en fait en tête d'un astre sur lequel on est et qui semble être le seul au milieu de l'univers, dont on ne sait pas d'ailleurs si ce chemin est guidé par notre propre volonté ou par celle d'un astre qui serait derrière nous et qui nous accompagnerait. Euh, Ensuite, il y a quelque chose du coup d'intéressant dans cette pochette, c'est qu'il y a l'effet de la gravitation. Donc il n'y a pas beaucoup d'informations déjà sur cette pochette, c'est ce qu'on peut remarquer. Il y a juste une tension qu'on peut voir entre deux moitiés et le fait qu'on sache à peu près que l'on est sur quelque chose. Euh, et donc il y a cette convocation en fait de façon très simple, par un simple trait lumineux de quelque chose comme la gravitation, comme l'attraction en fait d'un élément terrestre. Et, donc on a quelque chose aussi de l'impénétrabilité de l'espace qui nous entoure, c'est ce que j'essaie de convoquer tout à l'heure avec l'absence aussi d'étoiles, c'est-à-dire c'est quelque chose dans lequel on ne peut s'avancer qui semble être en dur, mais quelque chose que l'on ne peut pas comprendre, il n'y a pas de coordonnées pour pouvoir s'orienter. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que avant de s'intéresser à voilà, au fait que l'on est peut-être sur la Lune, parce qu'il y a le mot moon, c'est qu'il y a en fait l'esthétique d'une esthétique d'un sous-titre de film. Si vous voyez le mot Moon, The Area of Influence, Jeff Mills, tout ça, ce n'est pas situé n'importe où sur l'image. Euh, c'est pas disposé en fait en haut, en bas, au milieu. C'est pas disposé en fait sur deux lignes différentes. C'est sur une seule et même ligne en bas.
avec une image qui semble être en fait comme une capture d'écran en fait d'une vidéo. C'est comme ça aussi qu'on peut interpréter finalement les agitations ou le flou qu'il y a sur cette image. Comme si on avait fait un arrêt sur image en fait d'un film, une capture d'écran qu'on aurait ensuite publiée sur les réseaux sociaux pour témoigner en fait de l'accord ou de l'affinité affective qu'on a avec un moment d'un film. Aussi, donc voilà, c'est sur la même ligne, même police et même taille, et ça c'est intéressant parce que du coup le titre de, comment dire, excusez-moi, de l'album se situe avant le nom de l'artiste. Donc ce qui est intéressant, c'est que le Moon et Jeff Mills sont posés en fait en miroir l'un de l'autre. Donc en fait le nom de l'artiste et la lune sont posés en miroir en fait de, euh, de ce qu'elle considère en fait l'ère d'influence. Et donc en fait l'ère d'influence, c'est ce qui se situe en fait entre deux zones d'ombre incompréhensibles qui sont celles de l'artiste et celui de la lune. Donc on voit déjà en fait une forme de familiarité ou de proximité ou d'identification très forte que Jeff Mills peut avoir avec la lune, dont il se considère comme étant alors pas le double, mais comme il se considère d'être aussi impénétrable et aussi inaccessible en tout cas que l'est cet astre, mais avec en fait un effet d'arrogance qui est bien évidemment limité par cette construction sémiotique du texte qui est situé en bas de l'écran. Et du coup, le nom de l'artiste, après le nom de l'album, les deux parties du nom sont séparées, qui sont comme le fragment d'une même phrase, où on a en effet l'impression que ces éléments, qu'une même phrase a été tronquée à deux endroits, comme si voilà, cet album allait être en quelque sorte l'enquête de ce qui serait en fait cette ère d'influence entre la Lune et le nom de Jeff Mills. Ensuite, lorsqu'on regarde l'album, le pochette d'album elle-même, on a en fait cet imaginaire bien évidemment de la Lune, cet imaginaire d'un certain nombre d'éléments visuels impénétrables qui semblent encore une fois renvoyer en fait à l'univers de l'exploration scientifique. Donc c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est de voir en fait le point de vue scopique, c'est-à-dire le point de vue en fait de l'usage de l'œil qui est fait euh, par cet artiste. Ici, on a une image qui est plutôt à hauteur du bain, plutôt au niveau des yeux, mais qu'on imagine être dans une exploration plutôt spatialisée. D'ailleurs, on n'a pas, si on, soit en fait on a un éclairage qui est un éclairage par une lampe artificielle qui est portée en fait par cet humain. Donc on peut imaginer que ce point de vue, c'est pas uniquement le point de vue d'un œil, c'est le point de vue d'un œil qui est à l'intérieur d'un scaphandre, qui explore en fait une surface martienne ou une surface lunaire ou ailleurs. Ou alors, c'est un point de vue qui est situé du point de vue d'un corps transparent, c'est-à-dire qui ne projette pas d'ombre en étant éclairé par derrière. Et en fait, on a un point de vue aussi scientifique, mais cette fois-ci microscopique, avec ces images ce qu'on peut imaginer en fait une coupe d'un échantillon qui a été pris sur une planète pour être observé. Donc il y a comme ça ces deux points de vue, mais qui sont quand même des points de vue d'exploration de la matière. L'un qui est bien plus à échelle humaine, mais quand même perçu à travers en fait des instruments d'illumination et de captation lumineuse plus puissants. Et ici, en fait, une même puissance en fait de visualité, mais tirée vers le microscopique, avec l'analyse de cette tranche. Et de l'autre, on a bien évidemment l'image de la Lune vue à travers, on imagine un télescope. Donc on a finalement ces trois champs visuels, un champ d'exploration on va dire, horizontale, vue à travers les yeux de l'humain, mais toujours amplifiée par une lumière surnaturelle, et mis en face à face, en vis-à-vis, cette exploration microscopique et cette exploration macroscopique en fait du gigantisme planétaire. Et derrière, on a en fait un des éléments d'interview en fait de Jeff Mills qui donne en fait son analyse et son approche en fait du cosmos, on apprend en fait dans cette interview que c'est un élément très récurrent en fait dans son travail. Et on a la Lune qui fait la taille en fait des différents morceaux qui sont segmentés avec simplement leur nom et leur durée entre parenthèses, de façon assez canonique. Et déjà, on peut voir qu'il y a en fait une particularité déjà sémiotique avant qu'on rentre dans le texte, c'est le simple fait de donner en fait un long témoignage ou un long extrait d'interview pour pouvoir expliquer le contenu d'un album. C'est pas une pratique anodine en fait, c'est-à-dire que les extraits de longues interviews comme cela sur des contenus qui ne sont pas spécialement dédiés en fait à la lecture, c'est déjà témoigner de la dimension littéraire de sa production musicale. Je veux dire, c'est rare aujourd'hui d'avoir des albums de musique où on a un témoignage en 15 lignes en fait de ce que la personne pense de son album.
Et aussi, c'est avec un accompagnement d'une image voilà, d'illustration scientifique, aussi de donner, et là on rentre dans le paratexte, de donner un contexte de réception du message qui est envoyé, de dire le message que j'envoie, c'est aussi un message en fait d'une exploration scientifique. Ce n'est pas uniquement en fait de la musique, c'est aussi placer la musique comme ayant la capacité d'offrir en fait des énoncés musicaux intéressants du point de vue scientifique. C'est placer en fait la musique comme une modalité d'exploration scientifique à part entière. Euh, on peut s'intéresser aussi en fait à l'architecte. Donc là, c'est l'architecte en fait du site de Axis, qui est du coup le label par lequel est produit en fait l'album de Jeff Mills. Et on peut s'intéresser en fait aux diverses autres musiques qui sont publiées en fait par le site de Axis. Donc ici j'ai pris l'exemple en fait de DJ Surgeless dont on va pouvoir euh, écouter peut-être quelques musiques pour essayer qui va donner des indications assez précieuses sur ce qu'on est en droit d'attendre en fait. Je vais peut-être arrêter le partage et repartager. Par contre, il ne me propose pas de l'écouter. On va faire comme ça. Arrêter le partage. Imagine becoming the best writer. Ouais. Of a button. WordTune is an AI-based writing companion that can actually understand what you're trying to say. C'est un album de musique qui a été produit par le label Axis, qui est aussi produit. On aurait dû passer encore une vingtaine de minutes à écouter collectivement ce morceau et essayer d'en décomposer les différentes couches, parce qu'on aurait aussi aidé à composer notre propre morceau de musique, de conscientiser en fait à la technique électronique. Et là, ce qui va être intéressant d'identifier ici, c'est de voir qu'on a un bruit de sonar, comme un peu un élément, un sonar de détection des sous-marins, comme ce qu'on utilise en fait en biologie marine pour pouvoir détecter en fait les bancs de poissons. Donc on a aussi cette exploration scientifique de la musique et un renvoi à des matériaux technologiques en fait de communication. Et on a derrière cette map en fait de notre tenue qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction des années 70 et qui a été pour vertu de donner en fait un climat plutôt cinématographique en fait de réception de cette musique. Donc, on va avoir aussi dans les autres productions musicales du label cet imaginaire conjoint de l'approche cinématographique science-fictionnelle et oula mon ami Michel science-fictionnelle et de l'exploration scientifique. Donc là, je vous invite ensuite, voilà, pour répondre à la question qui, du coup, de notre fameux tableau voilà, de comment écouter en fait l'album sans l'écouter, d'aller voir cette interview de Jeff Mills qui va vous permettre de comprendre en fait ce que signifie ce personnage dans l'histoire de la musique électronique, d'où il vient, ce qu'il a produit à côté, qui va donner des informations absolument essentielles en fait pour pouvoir comprendre en fait ses choix de production musicaux. Donc en fait, on apprend que Jeff Mills en fait, a composé plus de 70 albums, qu'il est actif depuis très longtemps, qu'il est fasciné par les sciences et par l'exploration spatiale, qu'il a grandi à Détroit. Donc là, il faut vraiment que vous fassiez appel à votre curiosité socio-historique pour aller voir ce que signifie en fait d'être noir et de composer de la musique, et notamment de la musique électronique à Détroit dans les années 80. Dans la pauvreté, dans bien évidemment le racisme d'État, et surtout dans un climat qui est beaucoup plus favorable en fait à l'exploration de la musique R&B et rap et un peu moins de la musique électronique. Est-ce que ça signifie que de
aussi de s'imprégner en fait d'un imaginaire particulier qui est véhiculé à la fois par la ville, mais aussi par les machines qui sont employées pour produire de la musique. On est dans un contexte en fait où Motown, donc qui est le surnom de Détroit, où finalement l'industrie automobile, donc qui était un peu le centre névralgique de la production économique de Détroit, s'effondre, laissant en fait toute une communauté de gens précaires et souvent racisés sans emploi, et donc avec voilà, des problèmes sociaux et psychosociaux, de consommation de drogue, dépression, etc., qui augmentent en flèche à cette époque, et dans lesquels les conditions de production musicale sont largement transformées et imprégnées, en fait, d'une part, par la situation de pauvreté, la nécessité d'employer en fait, des machines récupérées ou des machines bricolées pour pouvoir produire de la musique, et de l'autre, cette inspiration, on va dire, culturelle, d'un environnement qui est très mécanisé, pour lesquels, en fait, il y a eu énormément de projections optimistes euh, dans ce que l'industrie automobile allait offrir de conditions sociales et économiques pour la plupart des gens. Et en fait, Jeff Mills se situe à ce carrefour-là, à la fois dans cette tendance à la technicisation de la musique. On est dans une époque où on va avoir de plus en plus de boîtes à rythme automatisées, etc. Mais dont il va falloir qu'il les récupère, puisqu'on on est en fait à Détroit, grande situation de pauvreté, ça va être compliqué d'avoir des machines neuves et des studios high-tech, etc. Et de l'autre, il y a tout cet univers, on va dire, culturel de la ville de Motown, à la fois cette utopie économique et sociale, comment dire, ce paradis temporaire, ce paradis financier temporaire qu'il y a eu autour de l'industrie automobile, et tout d'un coup ce cataclysme de l'effondrement de cette industrie. Et on va avoir ce double imaginaire, à la fois cet imaginaire du catastrophisme, de l'utopie et de la dystopie, qui va se convertir en imaginaire science-fictionnel chez Jeff Mills, beaucoup autour voilà, des films de science-fiction, et à la fois aussi cet imaginaire technologique du déplacement et de la mobilité qui va lui-même passer à travers différents filtres science-fictionnels. Et en fait, l'inspiration spatiale, elle est chez Jeff Mills à la fois en réponse à son propre intérêt personnel pour l'exploration spatiale, qui était aussi le fait de sa jeunesse, puisque là, il a assisté dans les années 60 aux premiers essais spatiaux, mais aussi quelque part une forme délirée et fantasmée de ce qu'aurait pu être l'industrie automobile et l'industrie du déplacement et de la mobilité à Motown si jamais elle ne s'était pas effondrée. Il faut voir aussi la thématique de l'exploration spatiale comme étant une forme inversée et fantasmée de l'industrie du déplacement terrestre, en fait, que constituait Motown à cette époque. Aussi, c'est quelqu'un qui a une socialisation très jeune et très intense, en fait. Donc là, ça serait intéressant de s'intéresser voilà, aux autres DJ que Jeff Mills a fréquenté. Jeff Mills, c'est quelqu'un qui a voilà, créé son premier label de musique électronique à 22 ans, qui jouait déjà dans quasiment toute la totalité des clubs de Détroit à cette époque, et qui est parti très jeune, en fait, à New York pour monter d'autres labels. Et c'est aussi quelqu'un qui est très caractérisé par l'emploi qu'il fait de certaines machines et par son expertise dans la manipulation de certaines machines. Donc là, c'est intéressant de voir de quelles machines il manipule, quel bruit elles font, euh, euh, comment et dans quels autres styles de musique elles sont utilisées. Et c'est ça qu'on va voir en fait par après. Alors là, je vais faire une petite pause, on va passer à la moitié de la vidéo. Je vais essayer d'aller un peu plus vite et d'être plus concis en fait dans chacune des vidéos. Là, si vous comprenez bien ce qu'on fait, c'est du coup écouter l'album sans l'écouter pour pouvoir avoir tous les éléments qui permettent à des critiques musicales, pardon, de pouvoir formuler leurs critiques et tous les éléments par lesquels aussi les producteurs de musique et les productrices de musique s'inspirent et produisent de la musique. Bon, on se retrouve tout à l'heure et je vais être plus concis dans mes exemples. À tout à l'heure.